Bonjour, c'est Alex de Des Mentors pour Entreprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis avec David Lallier, que j'avais interviewé précédemment, notamment sur comment atteindre l'excellence grâce à la PNL. Donc, c'est une vidéo que vous pourrez retrouver juste en cliquant sur le lien qui apparaît. Donc, aujourd'hui, on va voir avec David plusieurs points, notamment les points de blocage inconscients des entrepreneurs et qui les empêchent de réussir et comment s'en libérer. Donc, bonjour David. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton avis sur ce sujet? Sur les points de blocage des entrepreneurs, d'abord je vais commencer sur les points de blocage en général. Alors déjà précisons qu'on parle ici des points de blocage intérieurs, pas des points de blocage extérieurs évidemment, pas du financement, pas des problèmes de recrutement qui sont autre chose, mais de la partie entre guillemets psychologique. On est toujours plus efficace quand, dans mon vocabulaire un peu technique, quand on est congruent. C'est-à-dire que quand tout ce qu'on dégage va dans le même sens. Donc lorsqu'il n'y a pas d'objection intérieure à ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on n'avance pas avec le frein à main. Les points de blocage, pour moi, rentrent là-dedans. C'est-à-dire que si on a des points de blocage, c'est-à-dire si on fait quelque chose et qu'il y a des parties de nous qui bloquent, qui résistent, qui disent non, on va être moins efficace. Alors souvent, on a un petit peu échangé là-dessus, on range les émotions dans les points de blocage, ou en tout cas certaines émotions, comme la peur, mais ça pourrait être le manque de motivation, ça pourrait être la difficulté à se concentrer dans certains moments, ça peut être la fatigue, ça peut être... il y a plein de choses qui sont possibles. Dans mon travail, on considère les émotions comme une forme d'intelligence du monde, pas comme quelque chose de négatif en soi. Donc le point de blocage, on le traite non pas en forçant, et c'est le problème je pense de beaucoup de gens, et ça peut être notamment le problème des entrepreneurs qui peuvent être très volontaires et qui ont l'habitude d'aller droit devant et de réaliser les choses, c'est que au lieu de négocier les blocages, de passer en force, et notamment avec soi-même. Donc un point important de mon travail, c'est d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas passer en force avec soi-même. Donc si on a une émotion récurrente, la peur ou autre, qui ne nous plaît pas, on ne peut pas simplement la supprimer violemment. On peut parfois l'ignorer, et c'est pas le plus efficace. Mais ça risque de revenir différemment. Mais vouloir la supprimer, ça serait comme vouloir se couper un bras ou une jambe. C'est-à-dire qu'on peut continuer à fonctionner, mais on va être moins efficace. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire, et on va diminuer notre potentiel. Donc tout nous-mêmes, y compris nos émotions négatives, contribuent à notre excellence et contribuent à notre succès. Donc la question, ça va être après, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur, qu'est-ce qui la déclenche, est-ce que c'est le monde extérieur ou est-ce que c'est mon attitude face au monde qui fait que j'ai peur, parce que je me mets trop la pression, parce que j'ai des délais irréalistes. Peu importe la raison, mais ça va être plus intéressant d'aborder la peur en disant qu'est-ce qu'elle me dit, quel est son message, quelle est son objection, est-ce que je peux la traiter, que de passer en force et de simplement l'ignorer. D'accord. Alors tu dis des choses qui sont très intéressantes, donc pour reprendre quelques points, donc tu as dit qu'il fallait faire confiance à ses émotions, donc Ouais. d'être à l'écoute justement Ouais. de ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, Ouais. et que le problème, et là je te rejoins là-dessus, parce que pour moi ça a été pendant longtemps un driver, hein, Ouais. c'est-à-dire c'est ce qui m'a permis moi d'avancer au départ, c'est-à-dire de passer en force Ouais. au final, parce que avant, quand j'étais plus jeune, on va dire que j'étais un garçon plutôt timide, plutôt réservé, un peu fainéant, hein, disons les choses à l'école, ce genre de choses. Et c'est parce que un jour, je me suis pris en main, j'ai décidé de passer en force, justement, qui a fait que j'ai pu avoir les résultats que j'ai obtenus. Maintenant, je vois aussi que ça amène à une limite, et que aujourd'hui, pour aller encore plus loin, j'ai besoin d'apporter plus de souplesse, justement. D'accord. Mais du coup, comment apporter plus cette souplesse, justement, du coup. Ouais. En ne se considérant pas comme l'ennemi. Alors ça, si tu veux, il y a des moments où tu vas bosser beaucoup, tu vas être fatigué, mais tu as un truc à rendre à court terme, et tu n'as pas le choix, il faut bosser beaucoup. Donc tu acceptes d'être fatigué, tu bois un petit peu plus de café comme moi, et tu finis ce que tu as à faire. Et ça pose pas de problème. Si tu fais ça d'un mode de vie, tu vas avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'à force de ne pas dormir, tu ne vas plus arriver à dormir. Tu vas plus arriver à te concentrer, tu vas commencer à t'énerver facilement, tu vas avoir plus de problèmes pour mémoriser, pour être créatif, etc. Et donc là, si voilà, tu te considères comme l'ennemi, si tu continues à bosser alors que tu es fatigué et que tu ignores ta fatigue, tu considères que ta fatigue n'est pas partie de toi et que c'est quelque chose à éliminer ou à ignorer.
Donc oui, pour du court terme, plus dangereux de ne pas écouter les objections à long terme. Et après, c'est comme un fonctionnement d'équipe. Dans une équipe, tout le monde a son mot à dire sur tout, mais tout le monde n'est pas aussi compétent sur tout. Donc sur un sujet marketing, on va peut-être écouter plus le chef de produit, le directeur marketing, peut-être la com, etc. Et un peu moins les finances, la compta. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire, mais ça veut dire que certains sont plus légitimes que d'autres. Donc on peut passer outre certaines objections là où ce n'est pas le cœur du sujet. C'est quand même dangereux à long terme. Si on n'écoute que le directeur marketing et jamais le directeur finance, on va avoir des problèmes, parce qu'il faut aussi financer la production, il faut financer la R&D. Donc c'est la même chose. Donc les émotions n'ont pas, c'est pas parce qu'on a une émotion qu'il faut s'arrêter tout de suite et forcément la prendre en compte, mais c'est-à-dire qu'elle dit quelque chose et qu'il faut accuser réception de quelque chose. Et alors deuxième critère pour différencier quand tu t'arrêtes et quand tu continues, c'est que quand il y a une urgence, imagine, il y a le feu quelque part, il y a un accident de voiture, il faut aller aider. Tu ne vas pas avoir d'objection intérieure dans ce cas-là. En général, tu ne vas même pas avoir peur. C'est-à-dire, si tu es en train de déraper avec ta voiture, tu vas gérer. Et c'est une fois que tu auras retrouvé l'adhérence que la peur va monter. C'est-à-dire, ce que j'ai vu, c'est que quand il y a une vraie situation d'urgence, tu n'as pas vraiment d'objection intérieure. Tu fais ce qui est nécessaire, tu fais ce que tu as à faire. Et il n'y a pas une voix qui te dit, il n'y a pas une émotion qui te prend et qui t'empêche d'agir, tu fais les choses qu'il y a à faire. Quand tu as une objection intérieure, là, ça va se manifester avec une voix qui te dit d'arrêter de bosser, avec un sentiment de fatigue, avec des pertes de concentration. Si tu as tout ça, c'est que tu n'es pas vraiment dans une situation d'urgence et que c'est qu'il y a une partie de toi qui n'est pas convaincue qu'elle doit se taire. Mais du coup, et là, comme tu l'as souligné vraiment au début de l'interview, et ça c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui apportent beaucoup de volonté dans ce qu'ils font, qui sont combatifs, qui veulent aller de l'avant. Ouais. Et au final, cette qualité, et tout le monde même le valorise finalement, cet aspect-là de l'entrepreneur qui est seul face à tout le monde, contre tous, et qui va vents et marées vers son but, mais que quelque part, cette force en est quelque part aussi sa faiblesse, au final. Ça peut l'être. Alors après, évidemment que c'est bien de dépasser les limites, et d'aller plus loin que parfois ce que les autres pensent, ou donc de forcer un peu le destin. Mais c'est pas forcément faire violence à soi-même ou faire violence aux autres. Mais voilà, j'ai rien contre forcer le destin, ou ce que tu disais, de bosser beaucoup au début pour dépasser ses limites, atteindre des choses qu'on croyait impossibles, ou que notre entourage croyait impossibles. C'est pas ça le sujet. Là, le sujet, c'est de ne pas considérer ce qui vient de soi comme un allié. Au contraire, comme un ennemi. Et non pas le prendre en compte. C'est lié à l'estime de soi, au final. C'est lié à l'estime de soi, et ça va surtout créer un manque de performance. Donc je prends un autre exemple, c'est que j'aime bien lire des livres parfois un petit peu compliqués, en linguistique, en anthropologie, en communication, peu importe. Et pour bien les comprendre, il faut être très disponible. Sinon, on lit les mots, on lit les phrases, chaque phrase fait un sens, mais on ne chope pas ce que ça veut dire. Et donc ça m'arrive des fois d'ouvrir le livre, de lire et de voir que ça résiste, que je n'arrive pas à comprendre. Ce que j'ai compris avec l'expérience et avec le temps, c'est qu'en général, il y a une objection. Soit c'est pas le moment de le lire, soit j'ai d'autres choses à faire, j'ai des mails à envoyer, il faut que je m'occupe de ma facturation, je ne suis pas disponible. Soit je sais que je vais être interrompu dans 10-20 minutes et en fait une partie de moi ne veut pas se mettre dedans. Et quand je traite ces objections et que je reviens au livre, le lendemain, une semaine après, parfois 6 mois après, si c'est le bon moment, je vois tout de suite la qualité de lecture qui change complètement. C'est-à-dire que je comprends, c'est simple, j'ai une profondeur d'intelligence de ce qui est dit qui n'a rien à voir, et donc je retrouve ma performance. Donc les objections dont je parle, c'est celles-là, c'est les objections qui font que tu cesses d'être performant. Parce qu'une partie de toi est en train de saboter ce que tu fais. Et souvent, ça se manifeste par le fait que tu cesses d'être disponible à ce que tu fais. Donc toi, un peu de peur, c'est pas nécessairement gênant en soi. Il y a des situations qui sont réellement risquées, et si t'as pas peur, c'est dangereux. Donc tous les sportifs de l'extrême le disent tous, c'est-à-dire que si j'ai pas peur, je vais mourir. Donc il faut qu'il y ait la peur, parce que la peur m'informe sur mes limites et sur ce que je peux pas faire. Donc ça, c'est typique d'un exemple où l'émotion, on prend en compte le message, on prend en compte ce qu'elle a à dire. Donc par exemple, la peur en soi, c'est pas forcément négatif. C'est négatif si tu la prends pas en compte et qu'elle va continuer de façon trop intense pendant que tu fais ce que tu fais. C'est-à-dire qu'au lieu d'être disponible à faire ce que tu fais, tu vas commencer à te concentrer à l'intérieur de toi
parce que, je sais pas, ça store, que tu as une émotion et tu dis ah merde, oula, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Donc au lieu d'être en train de faire ce que tu fais, au lieu d'être en train d'être disponible, au lieu d'être présent à ce que tu fais, tu commences à avoir un parasite et ton attention commence à être attirée par ta peur. Et donc tu vas faire ce que tu fais avec uniquement 50% de tes ressources d'attention, de tes ressources d'intelligence, ou uniquement 20%. Donc quelqu'un qui est, je sais pas, en train de présenter un COMEX, un truc stratégique, et qui est terrifié, qui est pétrifié par la peur, cette personne-là, elle va avoir 20% de son attention pour gérer le comité, et 80% va être, oulala, qu'est-ce qui va se passer si je rate, des images parasites qui arrivent, une émotion qui tord le bide, et donc elle va être vachement moins performante et vachement moins compétente. Donc tu vois la différence entre les deux, entre une peur qui te fait avancer, qui te dit des choses, et tu peux passer outre cette peur, et une peur qui va te bloquer, qui va faire que tu n'es pas disponible dans ce que tu fais, que tu n'es pas vraiment là, qui, elle, va nuire à ta performance. Je vois ce que tu veux dire, et c'est... Et alors une peur peut te donner un petit stress, ça peut être pas mal hein, si tu parles en public d'avoir quelque chose qui te dit attention, faut pas se louper, j'ai qu'une chance pour dire ce que j'ai à dire, j'ai un public qui est exigeant, donc le fait d'avoir une petite peur qui fait que tu restes présent dans la situation, que tu es 100% là, que tu ne te mets pas à rêvasser sur ce que tu vas faire pendant le dîner ou ce que ta copine t'a dit pendant le déjeuner, ça c'est une peur qui est positive, et c'est une peur qui va t'aider, et aucun souci avec ça. Si c'est une peur qui au contraire fait que tu as des images parasites, que tu as des images de catastrophe en train de faire ce que tu fais, que tu as une émotion qui fait que tu n'arrives plus à bouger, que tu commences à te bloquer, à te figer, à plus respirer, ça c'est une peur qui va te bloquer. Mais du coup, comment comment traiter cette peur? Non, en fait, comme tu dis pas mal de choses intéressantes, du coup j'ai plusieurs questions. Vas-y. Par rapport à quand tu disais déjà ne pas se considérer comme son ennemi. Ouais. Bon, rationnellement, on est tous d'accord. Ouais. Mais d'un point de vue plus subjectif, dans le vécu du coup, Ouais. c'est-à-dire là, j'imagine que même les personnes qui m'écoutent, ou même moi, hein, à titre personnel, on se dit oui, c'est vrai, c'est évident, on va pas se considérer comme son pire ennemi et ce genre de choses. Logiquement, c'est logique, mais d'un point de vue plus émotionnel, d'un point de vue plus dans les situations concrètes au quotidien, dans la vie au quotidien, on constate que effectivement, on va faire les choses parfois au détriment peut-être de sa santé, parce qu'on va essayer de forcer les choses, on va se dire, se donner une discipline, se lever tôt le matin, et si on ne le fait pas, on se dit non, c'est pas bien ce que je fais, etc. etc. Donc ça crée plein de sentiments négatifs. Et au final, du coup, comme tu le dis, ça limite nos performances en réalité. Mais comment faire du coup pour ne plus se considérer comme son ennemi? Parce que effectivement, logiquement, on le comprend, je le comprends, et je suis d'accord, mais dans la vie au quotidien, c'est pas si simple de mettre ça en pratique au final. Non, c'est pas toujours simple. Alors c'est ce qu'on fait en séance de coaching. Mais je vais te prendre un exemple qu'on a déjà évoqué. C'est où je te disais que dans mes premiers entretiens, quand j'étais plus jeune et que je passais des entretiens d'embauche dans le conseil, j'avais souvent peur aux entretiens d'embauche. Et qu'au lieu, et donc je me considérais comme l'ennemi, en me disant, en ayant honte de moi, en me disant c'est quoi cette peur qui est parasite, d'où elle vient, elle a rien à faire là, elle m'empêche de bosser. Donc voilà, j'étais en colère, j'avais honte, j'en voulais pas. Et après, la boîte qui m'a embauché, j'ai pas du tout eu ça. C'est-à-dire que les entretiens se sont très bien passés, c'était un échange très agréable, j'ai pu dire qui j'étais, j'ai pu poser mes questions, ça a été super fluide, on m'a tout de suite dit oui, j'avais plein de signes dans l'environnement que cette boîte était sympa, quand j'attendais tous les gens m'ont dit bonjour. Mais j'ai pas eu le moindre début de cette peur-là. Et j'ai mis longtemps, j'ai mis 1 an et demi, peut-être 2 ans à comprendre que les entreprises où j'avais peur, il y avait des éléments qui auraient été toxiques pour moi dans l'environnement. Soit un style de management que j'aimais pas chez les gens que j'avais en face de moi, soit un environnement qui était tristoun, où on voyait que tous les gens étaient tendus. Et donc j'ai compris que ma peur avait réagi à des signaux faibles, avait réagi à une perception de l'environnement, qui clairement aurait été un environnement où je n'aurais pas été heureux. Donc, ne pas se considérer comme l'ennemi, c'est ça. C'est au lieu de préjuger que telle émotion qui en apparence me gêne est purement quelque chose d'absurde que je dois éliminer, c'est au contraire de se poser comme on le ferait avec quelqu'un en disant qu'est-ce que tu as à me dire, d'où ça vient, quel est le message, en fait. Se parler à soi-même si on veut utiliser l'auditif, hein, mais ça peut être sous forme d'image ou ça peut être en se posant tranquillement
et en laissant venir les choses, mais en se connectant avec soi-même, hein, en se connectant avec cette peur. Mais voilà, qu'est-ce que cette peur me dit ou me communique? Et là, c'est souvent très riche en informations. Et rentrer dans un dialogue. Et comprendre à quelles conditions j'ai pas peur. Donc je peux avoir peur avant une présentation, et j'ai peut-être besoin de l'écouter, parce que peut-être qu'il faut que je me prépare mieux. Peut-être que j'ai pas assez préparé mes slides, peut-être que j'ai pas assez bossé mes dossiers, peut-être que j'ai besoin d'aller voir avant un comité, individuellement, tous les gens de ce comité, pour prédéterminer comment ils vont réagir et préparer ça. Donc peut-être que j'ai peur parce que je sens cette incertitude, et qu'en fait j'ai un moyen de la traiter. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que quand on est dans une vraie situation d'urgence, si j'ai aucun moyen de traiter les choses, souvent je ne vais pas avoir peur. Je vais y aller si je dois y aller. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'avoir peur. Si j'ai le temps d'avoir peur et qu'une partie de moi se permet de me passer ce message-là, c'est qu'il y a probablement une autre option que je n'ai pas encore explorée. Alors, est-ce que c'est mieux se préparer? Est-ce que c'est mieux s'auto-conditionner? Est-ce que j'ai besoin d'acquérir des compétences, faire du théâtre, apprendre à parler en public? Je sais pas. Est-ce que je dois changer mon attitude? Est-ce que je me mets trop la pression? On parlait également j'en parlais à un client, de la prise de parole en public. La prise de parole en public, elle peut être déclenchée par soi-même. C'est-à-dire si, à chaque discours que je fais, à chaque prise de parole, j'estime que je dois convaincre tout le monde, plaire à tout le monde, cartonner à chaque fois, et que c'est hyper grave si j'y arrive pas. Non, on se met la pression. Hein. Tu mets n'importe qui là-dedans avec un pistolet sur la tempe, ils vont tous paniquer. Donc est-ce que quand je panique en public, est-ce que c'est vraiment la situation qui est si dangereuse, ou est-ce que c'est mon attitude, la façon dont je la construis, la façon dont je crée le contexte, qui crée la peur, qui crée la panique? Si c'est ça, la panique, c'est un signe que quelque chose ne va pas, et que là, c'est pas la situation que je dois changer, c'est la façon dont je l'aborde. Et si je me connecte avec cette peur-là, ça va remonter. Alors ça remonte pas toujours, c'est pas si simple, il y a un effet d'expérience. Parfois, il faut avoir peur et quand même faire les choses parce qu'on ne va pas complètement se bloquer. Je crois qu'il y a un bouquin célèbre qui dit quelque chose comme ça, ayez peur et faites-le quand même. Et tout ce qui fait qu'on a de l'expérience, c'est une bonne chose. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à tout, mais ça veut dire qu'il faut se donner des temps au moins où on s'arrête, où on se pose, où on se connecte avec soi-même. Et ça peut être assez subtil. Et où on crée, et quand je dis on se connecte en fait, c'est où on crée une connexion avec son propre inconscient. Parfois, on a l'impression, parce que je discutais, ce que tu me dis là, ça me rappelle, la semaine dernière, j'étais parti, avec un ami, on était parti voir, en passant le film Passenger, et puis on est parti prendre un verre après. Et c'est quelqu'un qui est dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'il en veut, il veut avancer, il était chef d'entreprise avant, enfin, il a un beau parcours, et il me disait que chaque fois que, ne serait-ce que ce temps qu'on a pris pour par exemple, entre amis, aller au cinéma, il s'est dit, mais ce temps-là, finalement, j'aurais peut-être pu le mettre à autre chose, travailler. Ouais. Et donc, chez lui, ça va créer en fait un sentiment comment dire, d'insatisfaction, ou de se dire j'aurais pu, donc du coup de dire j'ai envie de voir le film, mais finalement d'avoir des remords, Ouais. le terme, d'avoir des remords de ne pas être productif. Et je pense que même moi je le ressens à un certain moment quand je me repose, et parfois je me dis ce temps-là je pourrais le mettre à travailler, à faire avancer mes projets, à faire les choses. Et donc du coup je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, le problème, c'est pas tant que ce sont des fainéants ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment des gens volontaires, mais qu'inversement, ils font tellement les choses qu'ils ont du mal parfois du coup à ralentir, et quand ils ralentissent, ils ont des remords là-dessus. Ouais. Et donc voilà, moi ça me fait réagir par rapport à... Non, ça me fait penser à que pour être efficace, des fois, il faut savoir arrêter d'être efficace. Ça t'est jamais arrivé, par exemple, d'avoir un problème, de travailler sur une presse ou un projet, de bloquer, d'aller te coucher et d'avoir la réponse le lendemain? Voilà, c'est-à-dire que... Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai dans les domaines hyper rationnels comme la science, par exemple. La stratégie des découvertes majeures, la stratégie d'invention de la plupart des grands scientifiques, a des traits en commun. C'est-à-dire qu'il y a toujours une première phase de boulot, consciente, volontaire, comme tu dis, systématique, où là, il faut y aller. Il faut y aller de façon franche, il faut beaucoup bosser pour comprendre le problème. Et à un moment, on bloque. À un moment, là, on n'arrive pas à résoudre le problème. Dans ce cas-là, il faut faire n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que c'est connu, je crois, Mendeleïev a rêvé la nuit de la table des éléments.
Poincaré, le mathématicien français, prend des exemples ou des solutions à des problèmes d'équations différentielles très complexes lui sont venus en se baladant, en montant dans le train, en faisant complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une autre phase où tu as besoin de laisser ton inconscient, ton intelligence inconsciente processer les choses, faire des rapprochements profonds, travailler le truc. Et c'est pas quelque chose qui dépend de la volonté. Et à un moment, l'idée vient comme ça. Moi, quand j'ai écrit mon livre, quand je bloquais, j'allais faire des petits footings à petit rythme pour laisser les choses travailler et que j'ai des idées qui viennent, et elles viennent toujours. C'est-à-dire qu'après, je m'envoie des SMS pour pas oublier les idées. Donc tu as une deuxième phase qui est une sorte de phase d'incubation inconsciente ou d'intégration. Ce qui se passe quand on dort en général. Hein. C'est-à-dire qu'il a été montré que c'est quand on dort qu'on intègre les apprentissages. De la même façon que c'est surtout quand les enfants dorment qu'ils grandissent, c'est surtout quand on dort qu'on répare les blessures, que le corps travaille, c'est aussi quand on dort qu'on intègre les souvenirs, qu'on les classe, qu'on les met en ordre et que nos compréhensions s'organisent. Donc ça, c'est un travail inconscient. Et donc après, il y a une compréhension qui arrive de façon involontaire, soudaine, et ensuite, il y a un dernier travail qui, lui, est tout aussi conscient, volontaire que la première phase, qui est de vérifier que c'est pas complètement con, et que ça se décrit, que c'est opérationnel, que ça fonctionne. Donc voilà, donc il y a des phases de travail volontariste, pas forcé, mais de travail dur, conscient, mais il faut savoir, pour être efficace, ne plus chercher à être efficace à certains moments, pour laisser les idées incuber, pour laisser une place à sa créativité, pour laisser son intelligence profonde créer les compréhensions dont on a besoin. Donc, ouais, on peut travailler tout le temps comme un malade. Dans ce cas-là, à un moment, on va plafonner parce qu'on va rester superficiel. Parce qu'on sera quelqu'un qui sera un super opérationnel, qui saura faire les trucs vides, mais qui ne va pas développer son intelligence stratégique, qui ne va pas renouveler ses manières de faire, ses manières d'interagir avec les autres, ses manières d'interagir avec soi-même, qui ne va pas faire confiance à sa créativité, à ses intuitions. Et donc voilà, quand j'ai bossé avec des gens de niveau de direction générale des grands groupes, un de leurs points communs, c'est qu'ils font confiance à leur intuition. C'est qu'ils ne vont pas lire tout un dossier de façon laborieuse. Ils vont regarder les conclusions ou des passages clés qui les intéressent et ils vont sentir si c'est pertinent. Alors c'est bien parce que ça fait un bon enchaînement sur une thématique que je voulais aborder avec toi, qu'on a abordé juste avant d'avoir commencé à filmer, sur l'intuition. Et je te donnais un exemple d'ailleurs par rapport à ça juste avant de filmer, que typiquement moi quand j'avais fait ma recherche de stage dans une entreprise à l'époque, la dernière question qu'on m'a posée, c'est comment je prenais mes décisions à la fin. Et effectivement, je lui disais à la personne que j'avais ce côté très rationnel, mais que je faisais confiance à la base, à mon instinct, à ce que je ressentais. Et c'est pas du tout ce qu'elle voulait entendre, donc elle m'a reposé la question une deuxième fois, parce que je pense qu'elle voulait que je lui donne une autre réponse. Et donc je n'ai pas voulu mentir, donc je lui ai dit justement que je faisais confiance à mon intuition. Mais ça, en entretien, ça passe pas trop. Et donc finalement, elle m'a rappelé pour me dire que j'avais pas eu le poste. Mais ce que tu soulignes là, c'est un point qui est important, c'est que l'intuition, c'est quelque chose de fort, mais que comme c'est pas quelque chose de rationnel, qu'on peut quantifier, qu'on peut expliquer parfois, c'est difficile, même personnellement, de se dire mais est-ce que là, j'ai raison, est-ce que c'est pas c'est pas une lubie que j'ai, mais alors que tous les points finalement me disent que rationnels me disent que ça peut le faire, pourquoi je le fais pas. Enfin, je pense que l'intuition est clé. Donc je pense qu'elle a tort. Ça ne veut pas dire que toute intuition est la bonne. Hein. Si ça fait 10 minutes que tu joues au tennis et que tu penses que tu vas avoir des bonnes intuitions sur comment frapper la balle, c'est faux. Mais ton intelligence sera toujours intuitive. Je pense qu'il n'y a aucune autre intelligence que l'intelligence intuitive. Quand tu lis un bouquin que c'est intéressant, c'est pas une tu te fais pas une démonstration pour te dire les critères pour que ça soit intéressant, c'est ça, ça, ça et ça, et donc je le trouve intéressant. C'est immédiatement intéressant. Quand tu trouves quelqu'un parle et que la personne est intéressante, ça vient tout de suite. De même que ton jugement esthétique. Si tu trouves qu'un tableau, une architecture, n'importe quoi est belle, c'est quelque chose qui vient immédiatement. Donc c'est quelque chose qui est processé inconsciemment et qui est intuitivement, tu sais que c'est bien. Et après, rétrospectivement, tu peux analyser, tu peux dire, ok, moi ce que je trouve beau, ça fait 10 fois que je réagis de la même manière à tel ou tel truc, donc tu peux commencer à comprendre et à expliciter ce qui fait que tu trouves quelque chose d'intéressant, de beau, de pertinent, etc. Mais il n'empêche que c'est toujours un mouvement intuitif, c'est quelque chose qui vient spontanément comme ça. Quand tu as une idée,
c'est pas non plus le fruit d'un raisonnement. C'est que tu bosses sur un dossier, tu cherches les points intéressants, et à force de lire, en lisant, ça vient tout seul. Tu dis, ok, non, là, ça c'est un point faible, ça c'est un point fort, ça faudra insister plus là-dessus. Voilà, ça vient tout seul. Tu lis un dossier, tu lis un business plan, tu lis une présentation projet. T'as pas besoin de faire un effort et d'appliquer une méthodologie. Tu sais qu'il va y avoir un problème là au niveau technique, que là il n'y a pas assez de tests ou assez de recettes, que là l'expérience utilisateur n'a pas été suffisamment travaillée, ou c'est une question. Tu te dis, ok, ça ressort pas, donc est-ce que tu vas poser des questions supplémentaires? Mais toutes ces choses-là, elles viennent absolument toutes seules. Donc je pense que l'intuition, elle est clé. Et ça rejoint ce que je disais sur la stratégie de créativité. D'abord, tu bosses. C'est-à-dire qu'une intuition sans bosser, elle n'a pas de valeur. Ouais. Ça, je suis d'accord. Donc, des gens qui pensent qu'ils vont lire 3 tweets, 2 articles, et qui vont avoir un savoir, ou qui vont lire un résumé sur Kant ou sur Hegel, et que déjà ils vont avoir un avis sur quelles sont leurs limites, je pense que ça, c'est juste prétentieux, c'est juste idiot. Donc il faut d'abord avoir vraiment étudié le domaine, y avoir passé du temps et avoir de l'expérience dans la chose. Donc il y a un moment où d'abord on travaille dur. Mais après, nos compréhensions, elles viennent toutes seules. À force de faire les choses, elles viennent toutes seules et c'est intuitif. Alors ça me fait penser à un autre exemple, je ne sais plus si on l'avait abordé la dernière fois, c'est George Soros. Il est célèbre pour ça, il l'a souvent dit dans les interviews. C'est donc un des traders les plus efficaces. Qui a eu raison contre les autres, qui a su prendre les bonnes positions avec des montants monstrueux et pas se tromper. Et ce que lui dit, c'est que une fois qu'il a fait tout son boulot et qu'il est au bord d'acheter, de prendre une position risquée, quand il ne faut pas la prendre, il a des mal de dos terribles. Et qu'il a appris, avec l'expérience, à se fier à ces mal de dos qui lui disent ne va pas là. C'est-à-dire que même si, comme tu dis, tous les fondamentaux, le rationnel dit il faut y aller, il a un truc qui lui dit il ne faut pas y aller. D'accord, donc il faut vraiment être à l'écoute de soi. Ouais, quand c'est cultivé, c'est-à-dire quand c'est lié à une expérience, quand tu as une bonne connaissance du domaine. Mais après, dans des exemples plus de la vie quotidienne, hein, il m'est déjà arrivé à des dîners de sortir en colère contre quelqu'un, sans être capable tout de suite de dire pourquoi. Où j'ai senti que j'ai été micro-agressé plusieurs fois, et à la fin j'en ai marre. Et c'est seulement le lendemain, quand je remets tout, que je pose tout, que je dis ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et effectivement, je me suis vraiment fait agresser en fait. Mais consciemment, ça m'avait échappé. Enfin, je n'étais pas capable de le justifier. Par contre, inconsciemment, j'avais parfaitement compris. J'avais relié tous les signaux faibles, tout ce qui était en parallèle, j'avais parfaitement compris ce qui s'était passé. Donc ton intelligence inconsciente, c'est ce qui fait que tu continues toujours à percevoir le monde, même si toi tu te concentres sur autre chose, toute ton intelligence, elle continue à processer et à fonctionner, et elle va te restituer des choses intéressantes. Et du coup, est-ce qu'il est possible de développer cette connexion qu'on peut avoir avec... je ne sais pas si les termes sont équivalents, ouais, avec son inconscient, avec son intuition. Si, pour moi c'est la même chose. Ouais. Et donc est-ce qu'il y a cette possibilité de développer cette connexion, ou est-ce que c'est par l'écoute de soi? Mais là, si je dis ça, bon, je ne sais pas si ça va être suffisamment clair. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a l'expérience d'abord. C'est-à-dire que si tu veux être bon, il faut faire les choses. C'est-à-dire que tu peux lire 25 000 livres sur apprendre à nager. Ouais, si tu ne vas jamais dans l'eau, ouais, ça ne va pas marcher. Donc ton intelligence inconsciente, elle fonctionne avec le monde réel, elle fonctionne avec ton expérience, elle fonctionne avec ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, avec ce que tu fais. Donc, si tu veux par exemple apprendre à faire quelque chose, tu vas aller beaucoup plus vite si tu vas suivre des gens qui le font vraiment. Si tu les observes et si tu te laisses absorber sans forcément réfléchir plus que ça, sans chercher à contrôler comment ils font. Ça va plus marcher. Donc aller observer des modèles, mais pas aller chercher des trucs où tu as des choses qui sont complètement explicitées dans un modèle rationnel. Ouais. Tu vas pas apprendre très vite si tu fais ça. Si tu vas apprendre de la musique, va pas lire une théorie du solfège. Si tu vas apprendre de la musique, va écouter de la musique, va faire de la musique, va t'entraîner, va écouter ce qui sonne et ce qui sonne pas. Donc voilà. Donc tu fais de l'expérience de la chose. 2, effectivement, tu te fais confiance. Tu ne te fais pas confiance au sens où tu as toujours raison et tout ce qui vient de toi est bon. Et ça, c'est la mauvaise confiance. C'est-à-dire, ça, c'est quand mes clients me disent « je voudrais plus de confiance », je leur dis « est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ?» Parce que cette confiance-là, c'est juste de la prétention. Et les gens qu'on connaît, qui ont trop confiance en eux, en général, on n'a pas envie de leur ressembler, c'est pas les plus intelligents. C'est une autre confiance. C'est la confiance dans le fait que ce qui vient de soi-même est aussi une forme d'intelligence. C'est-à-dire ce que je disais, mes émotions, mes intuitions sont une forme d'intelligence. Alors ça peut être une intelligence qui a besoin d'être cultivée, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit écouter comme lettre d'évangile en permanence.
mais c'est une forme d'intelligence, au sens où c'est quelque chose qui répond à un élément du monde, qui évalue cet élément du monde, qui le compare à d'autres choses que tu connais, et donc il y a un travail d'intelligence qui est restitué sous forme d'enthousiasme, sous forme de petite inquiétude, sous forme d'association d'idées, ah tiens, ça me rappelle autre chose. Et c'est comme ça que tu construis ton intelligence des choses. Donc là, c'est une forme de respect de soi-même, plutôt, et d'écoute. D'écoute active. Et encore une fois, pas d'écoute au sens où tout ce qui vient doit être bon, c'est-à-dire c'est une écoute contradictoire, tu vas avoir des choses contradictoires. Mais c'est d'accepter qu'on n'est pas des êtres simples, c'est d'accepter que les solutions ne sont pas du oui-non, que les choses sont de plusieurs couleurs, qu'on peut avoir envie de faire quelque chose d'un côté et pas envie d'un autre, et que les choses sont complexes, et donc ton intelligence va refléter tout ça. Si tu cherches une solution immédiate, si tu cherches justement à forcer les choses, tu vas perdre toute cette Après, c'est l'impatience parfois des choses. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des décisions à prendre, mais tu peux très bien à la fois prendre des décisions en disant bon, là, demain, il faut que je prenne une décision. Et savoir que ta décision, elle est prise en partie sur des fondements rationnels, mais en une autre partie sur ton intuition, et que c'est pas la fin du débat. C'est pas parce que tu as pris une décision, par exemple, tu reçois quelqu'un, est-ce qu'il faut l'embaucher ou pas l'embaucher. Tu as plein d'éléments qui sont bons, tu as des éléments où tu as des doutes. Il faut décider, tu as besoin de quelqu'un sur le projet. Donc en fonction de ton contexte, de l'urgence, du nombre de candidats, tu vas décider. Ça ne veut pas dire que parce que tu as dit oui à la personne, qu'elle va être forcément bonne. C'est-à-dire que tu continues à l'observer. C'est-à-dire que tu continues à voir. Là où tu as eu des doutes, tu vas observer ça. Et tu vas la garder ou tu ne vas pas la garder. Donc c'est pas parce que tu prends une décision que c'est la fin du débat. Mais des fois, il faut trancher. Des fois, il faut que ça soit 0 ou 1. Parfois, c'est pas facile parce que du coup, ça c'était une question qu'on m'avait posée parce que du coup, je donne des formations plus sur le développement commercial. Et c'était une thématique que j'avais fait, c'était sur le recrutement et un des participants me posait la question, oui, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des choses à savoir en plus pour bien recruter et moi, je lui disais qu'effectivement, il faut faire confiance aussi à son intuition, à son instinct. Effectivement, je leur ai donné des conseils, des checklists, entre guillemets, pour valider qu'est-ce qu'est un bon commercial, pour valider en amont le b.a.-ba. Mais je leur ai dit à la fin, bon après c'est une question d'intuition, de ressenti. Il faut juste que cette intuition, ce ressenti, par contre, ne soit pas parasité. Et là, peut-être que tu me diras que tu n'es pas d'accord du coup, parce qu'on en a un peu discuté tout à l'heure. Mais il faut que cette intuition, ne soit pas parasité par la peur. Si c'est la peur d'embaucher, de se tromper par exemple, alors qu'intuitivement peut-être qu'au fond on sait que la personne pourrait être une bonne personne, finalement d'autres émotions peuvent parasiter ça. Absolument. Et parfois il n'est pas facile de décortiquer tout ça au final. Non, alors je ne dis pas que c'est simple, hein, mais par exemple si c'est parasité par la peur de recruter, ça veut dire que tu as un problème à résoudre d'abord. Est-ce que tu as assez d'argent pour recruter? Est-ce que c'est le bon moment? C'est-à-dire que si tu fais quelque chose avec pas le droit à l'erreur du tout, est-ce que c'est vraiment parce que la situation l'oblige? Ça peut arriver. Hein. Mais si tu as une peur parasite, moi j'aurais tendance à dire, ok, tu as peut-être quelque chose que tu as un truc à traiter d'abord. C'est-à-dire avant de recruter cette personne, elle est peut-être bien. Hein. Vérifie que dans ta stratégie, tu as vraiment besoin de recruter. Ou ce type de profil. Et une fois que tu as validé ça, tu n'auras plus de peur parasite. Après, ça ne veut pas dire que tu sais qui tu dois recruter ou pas recruter. Donc après, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire il faut avoir une liste de compétences qu'on recherche. Il ne faut pas se fier que à ça. Justement, je donnais récemment un exemple à un chef d'entreprise qui est aussi lié à moi, parce que j'ai beaucoup recruté pour des équipes de gestion de projet en conseil en management. J'ai appris à ne pas recruter quelqu'un forcément qui collait au poste tout de suite. C'est-à-dire, je préfère quelqu'un qui a du potentiel et qui a la bonne attitude, les bonnes valeurs. Donc un bon relationnel, qui sait apprendre et apprendre vite, qui sait prendre du recul, qui sait travailler en équipe. Ça m'intéresse beaucoup plus que quelqu'un qui a exactement la fiche de poste que j'ai aujourd'hui. Parce que je sais que quelqu'un comme ça va apprendre, va s'adapter au contexte et va m'être vachement plus utile que quelqu'un qui a la liste des compétences. Et finalement qui ne va pas chercher plus loin au final. Ouais, et ça je le sais au feeling. Si la personne a le bon relationnel, si elle a la bonne attitude, si elle a les bonnes valeurs, je vais le sentir. Je peux me tromper, hein, mais je vais le sentir beaucoup plus. Donc moi pour recruter maintenant, je casse le côté formel. C'est-à-dire je vais préférer aller au bar de l'hôtel d'à côté ou dans un café pour discuter avec la personne, casser le contexte formel, créer de l'informel, pour avoir quelque chose de moins contrôlé qui sort. Et donc pouvoir plus ressentir. Alors ça suppose évidemment que j'ai d'abord checké les fondamentaux, donc je ne vais pas faire ça avec n'importe qui, j'ai d'abord lu le CV, il y a d'abord un premier tri. Mais une fois que ce premier tri rationnel a été fait, je pense que les critères pertinents de décision, ils vont être plus intuitifs. Alors je pense que les bonnes boîtes, souvent après un entretien, elles demandent à la personne qui a fait passer l'entretien, est-ce que tu es prête à bosser avec cette personne-là demain? Ça c'est un bon critère, c'est-à-dire
C'est au-delà. Ok, on a fait la liste de tous les trucs que tu dois cocher. Maintenant, on oublie tout ça. Est-ce que tu es prête à bosser avec cette personne-là demain? Et tu n'as pas le temps de réfléchir. Dis oui ou dis non. Et ça te force à écouter ton intuition sur le truc. Alors, c'est pas objectif, tu peux te tromper, mais je pense que c'est beaucoup plus fiable sur le long terme. Et les boîtes que j'ai vues faire ça, les gens restent plus longtemps, c'est plus homogène, et je pense qu'elles fonctionnent beaucoup mieux que des boîtes qui font confiance à un truc mécanisé, hyper explicite. Ça fait, pareillement, ça fait une bonne transition pour la suite. Donc, comme je le disais en fait au début de l'interview, donc tu as écrit un bouquin récemment qui est Votre inconscient a du génie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Avec plaisir. Alors, donc j'ai fait ce livre parce que je trouvais qu'en France, en coaching, en développement personnel, en thérapie, en psychologie en général, je lisais pas grand-chose de pertinent. Notamment sur toutes ces questions-là, sur comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on dépasse ses limites, quel rapport avec soi-même, avec ses intuitions, avec tous ces processus inconscients qu'on a à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on résout des problèmes graves aussi, parce que je disais que c'est pour apprendre des choses plus faciles, mais c'est vrai pour des patients qui ont des hallucinations, c'est vrai pour des dépressions graves, c'est voilà. Donc aussi pour la thérapie un petit peu lourde, je lisais pas beaucoup de choses pertinentes. Alors moi je viens de la PNL. Et la PNL est souvent caricaturée en France. Soit caricaturée comme c'est des pures techniques de manipulation pour les gourous de secte, et c'est tout. Soit c'est juste des ensembles de recettes simples, uniquement pratico-pratiques à suivre. Alors ça marche, c'est des recettes, mais c'est uniquement ça, et ça va pas tellement plus haut. Et donc je m'y retrouvais pas, c'est-à-dire que je trouvais que la PNL était trop critiquée, je trouvais qu'elle était mal présentée. C'est-à-dire que ceux qui se prévalaient de la PNL, ceux qui s'en faisaient les formateurs, les porte-paroles, n'avaient pas bien compris, ou en tout cas n'avaient pas bien compris tout le potentiel, n'avaient pas bien compris les présupposés derrière, sur ce que c'est que l'inconscient, sur ce que c'est que le fonctionnement humain, sur comment on apprend, sur qu'est-ce que c'est que justement, sur la perception du monde, et sur le rôle des émotions comme réponse au monde, voilà, sur ce type de choses. Et donc voilà, le but de l'ouvrage, c'est ça, c'est de présenter la PNL, mais de la présenter mieux, de présenter ses fondements, de présenter ce qu'il y a derrière, de présenter donc la vision globale d'ensemble. C'est de faire la même chose sur le processus de coaching. C'est-à-dire, au lieu de juste présenter des outils éparpillés, c'est de présenter une vision d'ensemble du processus de coaching, du type de problème qu'on traite, et de comment on le traite, et comment on sait qu'on l'a traité. Donc quel est le problème au départ, et comment on sait qu'on a bien bossé. Voilà, donc ça va être très centré sur toutes ces notions qu'on aborde d'inconscient. C'est-à-dire que mon point de départ, c'est de dire que si des clients viennent en coaching, ou viennent pour demander des solutions, s'ils avaient pu résoudre leurs problèmes par la volonté, et par la volonté consciente, ils l'auraient déjà fait. Donc s'ils viennent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en eux, ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose, et en même temps ça résiste à leur volonté consciente. Ils ne peuvent pas forcer les choses, ou alors ça revient quand même, ils n'y arrivent pas avec juste l'effort de la volonté, l'effort de la conscience, l'effort de la compréhension consciente. Donc ça veut dire quelque chose qui résiste, et qui est à un niveau plus inconscient. Et donc tous les outils du coaching, ils sont orientés autour de ça. C'est comment travailler, comment faire évoluer, comment résoudre des problèmes à ce niveau plus inconscient. C'est-à-dire au niveau conscient, il suffit d'être persuadé, il suffit qu'on nous démontre quelque chose. Mais justement, quand on vient voir un coach, en général, on a eu des conseils de toute la famille, de tous les amis, ils nous ont dit ce qu'on devrait faire, ils nous ont donné plein de conseils, et on ne les suit pas, et on ne le fait pas. Et donc c'est juste que c'est des paroles, ou des théories, ou des conseils conscients ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il y a un travail un petit peu différent à faire. Et c'est ce qu'on fait en coaching. Donc ça rejoint ce que je te disais. On va créer des mises en situation, on va créer de l'expérience, on va raconter des métaphores, on va faire des choses, on va faire tout ce qui parle au niveau inconscient. On va faire tout ce qui permet d'apprendre à ce niveau inconscient plus profond. Donc le livre expose ça, expose donc la problématique et après l'ensemble des outils qu'on utilise en PNL, en tout cas dans la PNL contemporaine, parce que ça c'est un troisième élément que j'aborde dans le livre, c'est que la PNL qu'on connaît en France est celle de la fin des années 70. Et c'est le moment où elle est devenue célèbre. Et elle est arrivée fin des années 70, début des années 80 en France. Et la plupart des instituts que je vois à droite à gauche sont des gens qui ont été formés il y a 20 ou il y a 30 ans. C'est ce que tu appelais la dernière fois la PNL New Code. Voilà, la PNL New Code, ou en français la nouvelle PNL, c'est la PNL. Donc la PNL a deux créateurs, et j'ai beaucoup travaillé avec un des deux créateurs, John Grinder, et son associé, Carmen Bostic. Et eux ont continué évidemment à bosser, et depuis 30 ans, ont affiné les outils, les ont améliorés, les ont simplifiés. Donc c'est beaucoup mieux que ce qu'on apprend aujourd'hui. Donc
aussi l'objectif, c'est d'amener à un public français la nouvelle PNL, et en tout cas la version la plus récente de la PNL. Qu'est-ce que peut apporter du coup une séance de coaching en PNL du coup parce que j'imagine qu'il y a des spécialisations de coaching et peut-être pas hein, ça... Si, il y a des coachs pour passer les concours. Et qu'est-ce que peut apporter un coach en PNL à un entrepreneur par exemple? Alors un coach en PNL, donc tu fais bien de le mentionner, n'apportera pas une connaissance spécialisée d'un domaine. Tu ne peux pas demander à un coach PNL de te donner des conseils en marketing, de te donner des conseils en RH, en recrutement. Donc là, il faut, si tu veux une vision à jour, une formation à jour sur ce qu'il faut faire dans un domaine spécialisé, tu vas avoir un expert de ce domaine. Le coach en PNL, il va venir, il est non spécialisé. C'est-à-dire qu'il va venir pour t'aider à surmonter tes propres limites, toutes celles qu'on a évoquées, tous les freins que tu vas te mettre pour avancer et tout ce qui va t'empêcher d'être super performant, qui dépend de toi. Parce que si ça ne dépend pas de toi, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, il faut pas aller voir un coach PNL, mais tu sens que ça dépend de toi, tu sens que tu peux mieux faire, tu sens que tu peux être plus performant, que tu peux prendre de meilleures décisions, que tu peux mieux gérer ton équipe, que tu peux, etc. Ça dépend de toi et ça dépend de ton rapport à toi-même, de mieux utiliser tes ressources. Donc ça, c'est un coach PNL va t'aider à le faire. Il va t'aider à surmonter tes limites, il va t'aider à mieux communiquer avec toi-même, il va t'aider à mieux écouter tes propres intuitions, et il va t'aider à traiter tes problèmes. Donc si tu as peur, si tu perds de la motivation, si tu as des moments de panique parce qu'il y a trop d'incertitudes, j'ai aidé, et ça a très bien marché il y a 1 an et demi, je pense 2 ans, un entrepreneur dont la boîte valait à peu près 2 millions d'euros à un moment, et 2 ans après elle valait plus rien, elle était endettée, elle était en train de couler, elle était en train d'être liquidée ou à racheter. Et c'était tellement dur qu'il avait des pensées suicidaires et que c'était très très dur. Objectivement, c'était très très dur. Donc le coach PNL, j'ai pas apporté de connaissances techniques sur comment gérer une liquidation, comment te protéger, etc. Par contre, ce qu'on a bossé, c'est comment être au mieux de ses capacités pour tout le process. Comment gérer son état, comment être disponible, comment pouvoir utiliser toute son intelligence dans cette période difficile, parce que c'est dans ces moments difficiles que tu as le plus besoin de ton intelligence, de tes ressources, de ta créativité, de ta capacité à bosser, et ces situations ont plutôt tendance à te les faire diminuer ou à t'empêcher d'accéder à ces ressources-là. Et voilà, et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, donc 1 an et demi ou 2 ans après, il a pris le contrôle de la boîte qu'il l'a rachetée, ils sont en train d'en racheter une autre, il manageait 40 personnes, il en manage 60 ou 70 aujourd'hui. D'accord, donc il a su bien rebondir. Donc voilà, à long terme, ça a extrêmement bien fonctionné, et à court terme, tous les feedbacks qu'il avait sont « t'as l'air super bien, t'as l'air en pleine forme, qu'est-ce qui se passe ?» Et effectivement, il avait l'air en pleine forme, et il était en train de traiter ces trucs. Donc voilà, une erreur que font beaucoup de gens, c'est croire qu'il faut attendre d'avoir réalisé ça, ça, ça et ça pour s'autoriser à être en pleine forme, pour s'autoriser à être heureux, pour s'autoriser à penser librement. Alors qu'en fait, il faudrait le faire. Il faudrait tout de suite, au mieux de sa forme, au mieux de son état, au mieux de ses émotions, pour pouvoir gérer les trucs difficiles qu'on a à gérer. Et donc s'autoriser tout de suite à être mieux, et s'organiser pour tout de suite être mieux, pour traiter ce qu'il y a de plus difficile à traiter. On a beaucoup plus de chances de le faire bien et de le faire de façon efficace. Donc voilà. Mais ce que tu dis c'est vraiment intéressant quand tu dis il faut s'autoriser à, parce que généralement c'est souvent dans sa tête les soucis, et effectivement c'est des choses que tu peux apporter. Donc je mettrai en bas de cette vidéo donc le lien vers ton site, donc pour ceux qui sont intéressés par un coaching avec David. Donc je mettrai les liens juste en bas de cette vidéo. Voilà, donc on a parlé de pas mal de points intéressants, donc notamment des points de blocage pour le dirigeant, cette forme d'incongruence qui peut y avoir, le fait de passer en force, et qu'au final il faut savoir aussi apporter plus de souplesse, savoir se respecter, avoir de l'estime pour soi, savoir s'écouter. Et on se fait violence si on passe en force avec soi-même. Tout à fait, et également faire confiance à son intuition, son instinct quelque part. Ouais, et je rajoute un 4e point en conclusion qui est l'état, ce que je viens d'évoquer. Savoir prendre soin de son état. C'est-à-dire physiologiquement, mentalement, être bien. Respirer bien, être disponible,
pour être vraiment là. C'est-à-dire que c'est pas que intellectuel, il y a aussi une part, et c'est d'où l'importance de bien dormir, hein, je pense que c'est un des éléments. Mais aujourd'hui, je travaille beaucoup pour aider les personnes, entrepreneurs ou pas entrepreneurs, à créer un état d'excellence et à aborder leurs problèmes dans un état d'excellence. Même si ces problèmes les distraient, justement leur apprendre à maintenir un état d'excellence, même dans les situations difficiles. Donc il y a une dimension mentale, créativité, mais il y a aussi une dimension physiologique. Continuer à bien respirer, continuer à rester détendu, continuer à rester dans un état, ce que les sportifs appellent un état de flow, donc un état sans tension où on fait les choses. C'est dans cet état-là qu'on va bien réussir. Et si chacun d'entre nous, on fait un retour sur les domaines où on est bon, sur ce qu'on a bien réussi, que ce soit en sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit pour traiter un dossier, on va s'apercevoir que là où on est bon en général, on sait se mettre, et c'est pas le hasard, on sait se mettre dans un bon état. On sait se poser, on sait faire le calme, on sait faire le silence, on sait se concentrer. Et on aime en général ce processus-là et ces moments-là. Et si on arrive à étendre ça dans les domaines où on n'est pas bon, on va résoudre 80-90% des problèmes qu'on a. C'est-à-dire qu'on a tous des obstacles. Quand une situation devient un problème, en général, c'est qu'on l'aborde dans le mauvais état. Si on l'aborde dans le bon état, ça sera un obstacle comme tous les obstacles qu'on résout tous les jours. Soit on divise les difficultés, on la contourne, peu importe, on sait à résoudre des difficultés, on sait à résoudre les obstacles, on sait les passer. Quand ça devient un problème sur lequel on bute en permanence, checker l'état dans lequel on les aborde est aussi une très bonne stratégie. Très bien, parfait. En tout cas, merci beaucoup David pour cette interview passionnante. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette interview. Pour rappel, David a écrit un bouquin, Votre inconscient a du génie, qui est disponible sur Amazon, si ça vous intéresse. Je mettrai le lien juste en bas de cette vidéo également. Et merci beaucoup encore une fois David, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt.